À la base, la danse du lion, c'est une tradition. Voilà, on trouve ses origines en Asie, entre la Perse et la Chine, voilà, durant les échanges. Parce qu'en Chine, t'as pas de lion. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu trouves des tigres, mais tu trouves pas des lions. Donc c'était des cadeaux qui étaient donnés lors des échanges avec l'empereur chinois autrefois. Et puis là-bas, les empereurs ou les rois un peu partout dans le monde, ils aiment bien les fêtes. Organiser des grandes fêtes et tout, des jeux qui viennent du cirque, qui viennent de la danse, des cracheurs de feu, ou des choses comme ça, même la magie. Et voilà quoi, c'était tout ce qui était rare était prisé justement lors de ces festivités-là, ou des fêtes qu'il organisait le soir, comme ça. Et puis après, l'histoire a fait qu'en sorte que voilà, pour redonner ce manque, puisque c'est un animal, donc ça vit pas longtemps. Du coup, ils ont créé justement le masque. Et du coup, ils ont recréé cette image-là et ils l'ont animé aussi. Ils ont demandé parce qu'on danse le lion, donc ils ont fabriqué des lions. Donc c'est le lion qu'on appelle du Nord aujourd'hui, parce que l'empire de Chine il est dans le Nord. Et donc ils ont recréé ces lions qu'on voit avec cette crinière qui ressemble presque à un lion et qui danse. C'était en fait une danse pour divertir la cour. Et ces danseurs, donc c'était pas des princes ou quoi, c'était pas des gens de la cour, c'était des gens qui travaillaient. Donc, du coup, les gens qui travaillent dans l'Empire du Nord, ils viennent du Sud. Voilà. Et du coup, lorsqu'ils étaient à la retraite ou lorsqu'ils rentraient chez eux, ils retournaient dans le Sud, il n'y avait pas de lion. Et donc, du coup, ils ont recréé eux-mêmes leur lion, parce que les danseurs qui rentraient chez eux, ils ont recréé des lions qui sont aujourd'hui, quand tu regardes, les lions de Hong Kong dans les films de Jackie Chan ou de Jet Li, tu les vois, ils sont moins sophistiqués, ils sont beaucoup plus archaïques. Il y a juste une cape pour faire la queue, une tête avec beaucoup moins de poils. Et en fait, ça, c'est le lion donc, on appelle du Sud. C'est une danse culturelle en fait. Voilà. Donc tu as des danseurs qui manipulent un costume, un masque, et qui essaient de donner des mouvements d'un animal. Et avec ça, tu as un orchestre qui vont ponctuer les mouvements, qui accompagnent les mouvements du lion, ainsi qu'une chorégraphie qui raconte à peu près une histoire sur quelques minutes. Dans le Sud, en fait, on le sait, c'est de là aussi de Foshan, qu'il y avait toutes les écoles de Kung Fu. Et les écoles de Kung Fu se sont appropriées cette discipline. On essaie de se rapprocher le plus possible du mouvement de l'animal. C'est pas le problème de force, pas de force, c'est le problème de... Est-ce qu'on a l'impression de voir un animal? Du coup, il y a cette recherche-là qui nécessite une belle agilité, un travail de coordination entre les deux, donc une entente. Parce que quand on est épuisé, quand les sauts, on ne sait pas s'ils vont rentrer, il faut quand même bien se connaître pour savoir si, là, il n'a pas assez de force, donc il va falloir que moi, je force plus, etc. Il a perdu appui, mais je le contrôle. Enfin, c'est les valeurs qui sont dedans, c'est très très beau, et pour moi, ça a tout à fait son sens que que ça fasse partie du Kung Fu. Il y a énormément de légendes et d'histoires, et parce qu'en fait, la diaspora chinoise s'est exportée dans plusieurs pays, et en fait, les légendes, les histoires, en fait, c'est du bouche à oreille. Moi, les légendes qu'on m'a racontées,
mes parents qui me racontaient, c'est les cousins, etc., les tantes, les grands-parents qui racontent. Et du coup, c'est du bouche-oreille. Donc, il y a des déformations, il y a des superstitions qui changent, selon les régions aussi. Par exemple, au Vietnam, on appelle ça pas ça la danse du lion. Enfin, on appelle ça la danse de la licorne. Les Vietnamiens de France appellent ça la licorne. Et les Chinois de France appellent ça le lion. Donc il y a une déformation déjà au niveau de la traduction. Et puis aussi, il y a les légendes en fait ne sont pas les mêmes. Mais moi, mon maître, l'histoire qu'il nous avait racontée, c'était qu'à l'époque, en Asie, il y avait un lion qui descendait de la montagne et qui arrivait dans un petit village et qui faisait peur aux habitants. Et en fait, les villageois, donc, pour se défendre du Nian, en fait, ils ont fait du bruit, beaucoup de bruit, avec des casseroles, avec tout ce qu'ils pouvaient, et ils ont fabriqué aussi une espèce de monstre qui ressemblait aussi au Nian, et donc qui est le lion aujourd'hui, pour le combattre justement, pour le faire peur. Et ils ont fait plein de bruit, donc pour faire du bruit, il y avait les casseroles qui sont aujourd'hui les cymbales, les tambours, voilà, quand tu tapes les percussions, c'est ça, c'est le tambour, et les pétards, c'était en fait le bambou. Quand tu mets dans le feu, ça crépite, ça explose, et du coup c'est devenu les pétards. Et c'est devenu une tradition, enfin, on dit que c'est devenu après un rituel traditionnel pour représenter justement cette histoire du combat entre les villageois et le Nian, parce qu'ils ont fait fuir le Nian. Et aujourd'hui, en fait, cette métaphore de la danse du lion, c'est la danse du lion pour faire fuir les mauvais esprits. Et après, c'est devenu ce que c'est devenu. Il y a Wong Fei-hung qui a codifié les pas de base en rajoutant vraiment des postures du Hungar très basses, à savoir le sepima, ce que tout le monde appelle Mapu, et je ne sais plus les termes de tout le monde, mais nous on appelle ça Sepima, Kreilungpu et Tiaoma. Voilà, ces trois positions-là. Et donc la base de la danse de lion codifiée par Wong Fei-hung, c'est ça, c'est une tête assez grosse, un corps de plus de 3 mètres, et on danse avec la tenue de kung-fu, et on fait sur la base de ces pas-là, avec un rythme, donc le rythme des 3 étoiles qui est en 3 temps. Petit à petit, c'est devenu, les écoles de Foshan, en fait, toutes ont adopté la danse de lion, parce que c'est né là. C'est pas grâce à Wong Fei-hung, tout le monde déjà faisait la danse de lion, c'est juste que lui il l'a fait évoluer, c'était plus beau, donc tout le monde faisait ce style-là, 3 étoiles. Et c'était une manière de se défier entre écoles, c'était une manière de montrer aussi à tout le monde l'agilité de la discipline, vu que se battre, c'est pas très bien. Donc même s'ils ne se privaient pas pour le faire non plus à l'époque, mais les défis, on va dire, plus lisses, plus diplomatiques, c'était de la danse de lion. Ah, eux, ils font 8 bancs, nous on va faire 15. Ah, eux, ils montent à 5 mètres, nous on va monter à 6, 7. C'était des petites compétitions pour que les gens en fait se disent oh, qu'est-ce qu'ils vont faire cette année. Mais le meilleur c'est eux, parce qu'on les a vus bouger, eux ils bougent mais la tête, ou leurs lions ils sont plus jolis, parce qu'avant les lions il y avait des artisans, mais ils faisaient partie du clan aussi. Celui qui faisait le lion pour le Pak-mei, il ne faisait pas le lion pour le Hungar. Donc il y avait toute cette mentalité-là aussi de clan dans la danse de lion. On assistait ici à des confrontations où tu voyais les premières formes d'arts martiaux collectifs, où il ne s'agit plus forcément d'un combat, mais c'était d'associer les meilleurs pratiquants et sans forcément rentrer dans un combat pied-point. Tu ne vas pas chercher une blessure, tu ne vas pas chercher une soumission, tu ne vas pas chercher à casser ou à mettre hors de danger qui que ce soit. Tu vois, là tu es dans un jeu et tu utilises des techniques. Alors, la danse du lion, déjà c'est une danse. Qui dit danse, il y a de la musique, d'accord ? Et cette musique, elle peut venir de n'importe où. Ça peut être... à l'origine, donc c'est des percussions, mais ça peut être n'importe quelle musique, n'importe. Après, il y a des techniques de danse du lion, il y a un rythme pour donner vie au lion,
que tu pratiques, justement, lorsque tu joues au lion, il faut, enfin nous, notre style, c'est d'essayer de le rendre vivant, qu'il ait une vie, qu'il ait une âme. Lorsqu'il joue le lion, il faut que quand tu le regardes, soit tu en as peur, soit il te fait rigoler, etc. Enfin, peu importe, mais tu ressens quelque chose, tu comprends, quand tu vois l'animal. Et donc cette musique, elle est calée à ça. Elle se cale par rapport ou pas aux expressions du lion. Chaque nouveau membre apprenne d'abord la musique, pour vraiment connaître toute la musique. Et ensuite, là, ceux qui veulent, ils vont apprendre le lion et le dragon. Parce qu'en fait, pour apprendre le lion et le dragon, il faut connaître la musique avant. Parce que chaque pas du lion correspond à une musique. Donc il faut vraiment connaître la musique avant de pratiquer la danse du lion. Tout le monde doit savoir jouer, pas un peu, tout, vraiment. Nous, on a 8 enchaînements. Donc les gens doivent apprendre les 8 enchaînements avant de pratiquer la danse du lion. Les pas et les rythmes, ils appartiennent à une école. Donc une manière de bouger, un style de Hungar, il aura les mêmes personnages, mais ils leur donneront leur caractère. Mais les pas, effectivement, c'est codifié. C'est codifié avec les rythmes du tambour. Donc là, nous, les pas qu'on fait, c'est Sanchi. C'est un mélange. Il y a 3 styles en fait dans le lion. Il y a 3 étoiles, 7 étoiles et 3-7. Enfin, c'est un mélange des deux, c'est le moderne en fait. Il arrive aujourd'hui aussi qu'il y a des cérémonies beaucoup plus traditionnelles, par exemple lorsqu'on fait le Aidotin, donc l'éveil du lion. Cette cérémonie reste quand même très traditionnelle, même dans notre école où voilà, on veut toujours créer. Cette cérémonie-là, elle est très traditionnelle. On garde toujours les mêmes codes, les mêmes mots, la même façon de faire. Parce que c'est une cérémonie qui est vraiment traditionnelle et on respecte cette tradition-là pour cette cérémonie-là et pour d'autres aussi. En fait, quand on achète un nouveau lion, il faut le baptiser. Et pour réveiller le lion en fait, pour pouvoir jouer avec ensuite. Parce que selon le rituel, ils prennent vie à ce moment-là. Ils prennent vie. Donc à ce moment-là, il y a tout un rituel avec le pinceau, le texte sacré. Il y a aussi la prière devant le temple. Et à partir de là, on fait une chorégraphie. Il y a 4 saluts. Donc il y a nord, sud, ouest, est. Toujours dans ce sens-là, peu importe où on est orienté, c'est selon cette orientation pour les saluts. Et ensuite, on joue. Et cette chorégraphie, il faut qu'elle soit bien jouée parce que ça va justement, c'est la vie du lion. Ça fait référence à l'empereur Qianlong dans la dynastie Qing, qui avait demandé qu'un artiste local lui peigne un dragon, et il a réalisé une peinture incroyable. Quand il l'a vu, l'empereur il a regardé et il a dit il n'a pas peint la prunelle des yeux. Donc ils ont fait venir l'artiste. Il n'est pas fini le dragon là. Et l'artiste il a dit mais il ne peut pas y avoir 2 dragons dans la même pièce. Parce que symboliquement l'empereur c'est la représentation du dragon en Chine. Comme l'impératrice c'est le phénix. Donc c'est vrai on dit 2 dragons, mais c'est comme les tigres. Normalement ils ne sont pas sur la même montagne. 2 tigres et les expressions. Les Changyu très connus en Chine
on cite ça. Donc depuis, tous les lions, tous les dragons ont peint les yeux. Donc c'est vraiment une symbolique très marquante. Voilà. On donne vie au lion ou au dragon par cette symbolique. En fait, la danse de lion, c'est né à Foshan. La danse de lion, alors les lions du sud, les lions du nord, c'est différent. Mais les lions du sud, c'est né à Foshan. On dit que c'est né à Foshan. On nous parle aussi de Hoshan, où ils ont développé une danse de lion aussi, avec des lions avec la tête un peu différente. Ils ont la bouche en bête de... On dit ça ressemble un peu à un bec de canard et la tête un peu plus écrasée. Alors qu'à Foshan, il a les pommettes qui ressortent vraiment. Donc nous, les lions qu'on utilise, c'est que des lions de Foshan, parce qu'on vient de Foshan. On va dire que chaque association a différents styles. Déjà, dans chaque pays, il y a un style. Et après, si on décortique la chose, dans chaque pays, il y a encore d'autres équipes. Chaque équipe a son style propre à lui, ce qui lui appartient. C'est pour ça que selon chaque école, on joue différemment. Alors notre style, c'est le Fatsan. C'est la tête du lion que nous, on pratique, qui est un peu plus pointue et qui est un peu plus agressive aussi. Et nous, en fait, c'est le style qu'on joue, c'est le style Fatsan de Foshan. Donc c'est un lion qui est... ses traits, en fait, les dessins de ses traits sont beaucoup plus agressifs. Et c'est plus un style de lion, on va dire, de combat. Donc ça, c'est le style qu'on nous a appris et qu'on pratique encore aujourd'hui. Nous, on pratique un petit peu on peut pratiquer tous les styles, mais on a bien mélangé aussi. Donc on va garder la base Fatsan et on va rajouter peut-être des pas Hoksan et on va mélanger avec d'autres choses, des pas de danse contemporaine. Voilà. C'est ça le mélange. Moi je danse avec l'expression plutôt que autre chose. Tu en as qui vont danser pour des prouesses techniques, pour une performance. Il en faut d'ailleurs. J'accorde beaucoup d'importance à l'expression après autant d'années. Il y a des compétitions au sol traditionnelles où le lion il répète un parcours où il s'est entraîné dessus, où il y a une histoire dessus. Et les juges, ils notent sur son parcours. Ils notent les expressions, ils notent les positions, après ils regardent les fautes de pas, les fautes de position, les fautes. Après, il y a une cohérence avec le parcours. Par exemple, il y a une cohérence aussi avec l'histoire de son parcours. Ensuite, il y a un autre type de compétition, c'est les compétitions sur les poteaux. Et là, sur les poteaux, là, il faut une bonne condition physique. Il y a un circuit, des enchaînements de sauts et des difficultés qu'on rencontre pas en fait au sol. Voilà, c'est plus impressionnant, c'est plus il y a la peur, il faut savoir gérer la peur, le stress et surtout ne pas tomber quoi. Au jour d'aujourd'hui, il y a les nouveaux danseurs de lion, ils s'appliquent en fait à la manière de jouer et les expressions d'un lion quoi. Ils s'appliquent, ils font comme si c'était un vrai lion quoi.
fait en ce moment, il y a beaucoup de mariages ou de spectacles, mais on fait aussi un peu tout type d'activités, des inaugurations de restaurants, un peu de tout. On danse principalement, voilà. Alors là, c'est encore autre chose pendant le Nouvel An chinois. Pourquoi? Parce que c'est une tradition qui s'est perpétuée, parce que Lyon a pris une place assez importante dans les traditions asiatiques, surtout chinoises. Vous savez, nous, pour l'organisation, le premier jour de Nouvel An chinois, comme nous, vous savez, c'est asiatique, bien que le premier jour, c'est la dent de Lijon, c'est pour le porte de bonheur. À chaque année, quand on a fait, c'est pour le commerçant. Ouais. Pour travailler bien, pour le client toujours heureux, toujours bien chez nous, et c'est content, etc. Voilà. Ouais. En fait, j'ai toujours connu la danse du lion parce que mes parents, lorsque c'était le Nouvel An chinois, ils avaient l'habitude de nous emmener déjà vivre les festivités du Nouvel An. Et souvent, on allait dans le quartier chinois, donc à Paris, dans le 13e. Et je me souviens que là-bas, je voyais beaucoup de spectacles de rue, la danse du lion, la danse du dragon. Et voilà, tous les ans, en fait, je me souviens que tous les ans, je demandais à mes parents de m'emmener justement voir la danse du lion et la danse du dragon, lorsque c'était le Nouvel An. En fait, les dragons et les lions, c'était pour nous porter des bonheurs, nous porter des business, tout. C'était juste pour bonne année de l'année prochaine. Depuis tout petit, ma mère m'a amené voir le défilé du Nouvel An chinois dans le 13e arrondissement. Et du coup, je voulais tout le temps suivre les lions, parce que j'adorais ça. Et du coup, il s'avère que en fait, ma mère connaissait le maître que j'ai actuellement, que je suis avec depuis 20 ans aussi. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer la danse du lion. Et en fait, mon maître, c'est le maître Wong. Et ça fait plus de une trentaine d'années, 40 ans qu'il fait de la danse du lion. Il a déjà commencé en Asie en fait. Et ensuite, il est venu ici et il a commencé aussi la danse du lion avec Maître Kouache, plusieurs personnes qui sont devenues des maîtres maintenant. Et voilà. Il faisait partie de la première génération, on va dire, de la danse du lion à Paris. Nous organisons le premier défilé au Chinatown afin d'animer le quartier et afin d'enrichir la culture du quartier aussi. Voilà, ça fait 33 ans. Voilà, 33 ans de l'histoire. C'est long quand même. C'est traditionnellement, chaque lion représente un personnage de la période des Trois Royaumes en Chine, c'était au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a Liu Bei, qui est représenté par le lion orange. Liu Bei, c'était l'empereur, enfin c'est pas l'empereur, c'est le souverain du royaume Shu Han. Et Liu Bei, sa danse, elle est très agile, très légère. Voilà, c'est un caractère souple. Liu Bei, c'est toujours la tête, le couleur brillant et les points blancs. Général Quan, la tête rouge, c'est la tête représente Général Quan, la tête rouge avec les barbes longues et noires. Et lui, il a un caractère assuré, et les positions un peu ramassées et comment dire, il est ancré au sol. Voilà, c'est la force tranquille, on va dire. Et Zhang Fei, c'est le jeune frère, très bagarreux. Là, c'est le lion noir. Le lion noir, normalement, on le sort jamais. C'est les couleurs blanches et noires. C'est le deuil. Donc le blanc, c'est le deuil. Et le noir, c'est un peu comme le All Blacks. C'est le deuil c'est le défi, vraiment. Et donc Zhang Fei, il danse jamais parce qu'il est beaucoup trop féroce pour
Quand on voit Liu Bei danser, on est joyeux. Quand on voit Quan Gong danser, on est joyeux. Quand on voit Chang Fei danser, on a peur. On se dit mais c'est une bête féroce qui va nous manger. Si le maître, c'est un vieux maître, il joue toujours la tête de Liu Bei. Ça montre la dignité et le déconne. Et les jeunes équipes jouent toujours la tête rouge ou des têtes noires. C'est Chang Fei, Général Quan et Chang Fei. On ne peut pas mélanger. Par exemple, il y a des équipes qui se croisaient dans la rue. Là. Les jeunes équipes doivent saluer la tête de Liu Bei. Et puis, bien sûr, de Liu Bei resaluer aux jeunes équipes. Mais il faut des jeunes équipes qui prennent l'initiative. Ça montre un respect. Et alors après, dans la danse du lion, effectivement, il y a beaucoup de codes qui sont liés en fait toujours à ces légendes, ces histoires. Donc des codes que tu retrouves dans les rituels et dans les danses. Par exemple, le lion, on le voit souvent accompagné du Hongdae chez les Vietnamiens, ou même chez les Chinois aussi. Hein. Et en fait, il y en a qui disent que c'est le Bouddha qui rit. Voilà. Nous, en fait, il y en a d'autres aussi qui disent que c'est le dieu de la divinité, le dieu de la terre. En fait. Et en fait, c'est dans l'histoire, donc avec le Hongdae, c'est celui qui a réussi à apprivoiser le lion, parce qu'ils se sont rencontrés, ils se sont battus, hein, ils se sont battus longtemps. Et en fait, il avait une ceinture rouge, toujours une ceinture rouge. Et avec la ceinture rouge, en fait, il a attaché le lion là, pour l'immobiliser. Et en fait, il avait un éventail. Avec cet éventail, en fait, il avait un pouvoir et il pouvait justement souffler un terrible vent pour justement calmer le lion. Et en fait, c'est pour ça qu'avec aujourd'hui, lorsque tu vas à la danse du lion, donc le lion, c'est le ruban rouge, c'est pour ceux qui pratiquent la danse du lion avec le Hongdae. Le lion, il a un ruban rouge ici, et le Hongdae, donc cet éventail, et avec cet éventail, en fait, il donne la direction au lion, et voilà, et c'est comme ça, en fait, il a réussi à apprivoiser le lion, il a combattu, il a dominé le lion, comme ça. Mais c'est à la base, c'est un Loran, c'est l'ami des lions. Un Loran, c'est un hara, on dit, c'est un enfant qui a presque atteint l'éveil en bouddhisme. La salade, c'est un jeu de mots entre Thai, alors ma prononciation est pas forcément juste, mais Thai et Thai, c'est la salade et la prospérité en fait. Voilà. Donc c'est l'allégorie de la prospérité, la salade. Le lion, il va pas manger de la salade parce qu'il est végétarien ou herbivore. Il va manger de la salade, en fait, il gravit une montagne, il saute sur des bancs pour montrer à tout le monde, c'est une représentation en fait du courage qu'on doit avoir pour affronter la vie. Donc voilà, ça fait peur, il va aller chercher la prospérité et la ramène et il l'offre à nos clients ou à quelqu'un qu'on veut mettre en honneur ce jour-là. Faire tomber la salade, c'est le déshonneur complet et surtout ça veut dire en fait que c'est pas le bon feng shui. Ça veut dire par exemple, quand on fait l'ouverture d'un magasin en Chine, à Foshan, il y a cette idée de la géomancie. La géomancie, le feng shui, c'est l'énergie des lieux. Donc tout est, même s'ils le font plus trop maintenant, et à Hong Kong, à Canton, c'est quand même très très présent. Hein. À Foshan aussi donc. On pense où on met la porte, est-ce que si je fais un commerce de poissons ici, est-ce que ça va marcher? Donc on peut venir un maître pour ça. Et quand on ouvre, le lion a vraiment cette symbolique de prospérité, c'est pas pour faire joli. Donc la salade qui tombe, pourquoi on prend une des meilleures troupes? Pourquoi on prend la meilleure troupe? C'est pour avoir pas un spectacle, mais le plus beau souhait de prospérité qu'on puisse avoir. C'est pour moi, je pense comme ça, quoi. Quand il pousse comme la salade, on travaille bien tous les jours, comme le bambou, il pousse petite par petite, tu vois, pour le commerçant. Ouais. Et là, c'est gardien de restaurant.
Normalement, la danse du lion, c'est une activité, non seulement de kung fu ou un spectacle. Ça représente un mouvement de révolutionnaire. Parce que selon les Chinois, quand au sud, on rattrape les salades, ça s'appelle choi cheng. Choi, ça veut dire rattraper. Cheng, c'est vert, c'est la salade. Mais pour le peuple de ancienne dynastie Ming, il veut contre dynastie Qing. Alors, il faut propagande avec une façon très discrète. Choi Cheng, ça veut dire enlever le vert, et ça veut dire enlever la dynastie Qing. Qing, c'est vert. Il veut, le peuple, faut pas oublier, on doit un jour renverser le dynastie Qing et rétablir la dynastie Ming. Voilà. En France, il y a beaucoup de personnes qui rentrent, je pense que ça vient du Vietnam, mais je ne suis pas sûr de cette source-là. Quand on rentre dans les magasins, ils ouvrent la mandarine en trois. À Toulouse, on faisait ça aussi, à la pagode Linzon. Donc le rond, c'est souvent un espèce de symbole de perfection et de la famille, de l'union aussi. D'ailleurs, un des fruits qu'on offre pour le Nouvel An chinois, c'est la mandarine. Et la mandarine est ronde, donc c'est symbole de l'union, de la famille, de la perfection. En plus, la mandarine a justement, comme l'orange, une couleur particulière qui ne nous parle pas beaucoup, mais on devrait réfléchir au mot français aussi. Orange, et c'est pas par hasard que ça s'appelle orange, il y a le mot or dans orange. Mais pour les Chinois, l'orange, la mandarine, même la clémentine, ont la couleur de l'or. Et donc en offrant un fruit qui a la couleur de l'or, on se met sur de bons auspices, on espère aussi recevoir autant d'or en échange. Donc, tout ça, et la danse du lion, comme je t'ai dit, ici en France, c'est déjà nouveau. C'est une découverte. Donc on transpose, on importe une tradition culturelle étrangère dans un autre pays. Par contre, tu n'apportes pas le même contexte. Alors, on demande d'être plus proche des traditions, de ne pas décrocher. On s'implique, c'est bien. Donc, tu t'impliques tellement beaucoup que les cérémonies, il y en a très peu. Déjà, donc, il y a un décalage, tu crées un déséquilibre à ce moment-là. Et nous, notre question, c'était comment arranger, trouver l'équilibre pour pouvoir, en fait, s'épanouir dans cette pratique. Donc il n'y avait pas 36 000 solutions, c'est qu'il n'y avait pas grand chose qui existait. On s'est dit on va le créer. Et de quelle manière? La promouvoir, la diffuser, la faire connaître au maximum. Parce que là on va multiplier. C'est simple. Dans un premier temps, les cérémonies. Au moment où tu pratiques. En 2001, on a créé notre association, donc TDLC. Déjà pour créer notre groupe, créer officiellement notre groupe, et on était aussi en recherche de faire évoluer cette discipline parce que pendant de l'âge de 15 ans à 20 ans, moi j'ai pratiqué ça avec l'association AKFC, mais c'était très culturel, très traditionnel, c'était uniquement Nouvel An chinois. Et on était c'était un peu une discipline, oui, traditionnelle, et c'était, on appelle ça des chinoiseries. Voilà, mais du coup, nous ce qu'on voulait c'était un peu plus que ça. On s'est dit, il y a peut-être autre chose à faire. On voulait évoluer, on voulait, par exemple, je me souviens quand on a créé l'association, on s'est dit on va faire la danse du lion dans les boîtes de nuit. Mais on voulait plus pratiquer de la même manière qu'on pratique depuis près de 10 ans. Voilà.
Et donc on a créé notre association, l'école française des danses du dragon et du lion chinois. On a choisi ce titre-là ensemble et on voulait donner un nouveau souffle à ce qu'on faisait. Voilà, pour donner une raison vraiment pour laquelle on danse. Donc lorsqu'on a créé l'association, on a voulu chercher l'origine de la danse du lion, où est-ce que ça se fait le mieux, etc. Donc on est allé en Malaisie en 2003. Et là-bas, on a rencontré un autre maître. En fait, ce maître-là nous a, comment dire, c'est un maître qui forme des champions. Et il nous a accueillis, il nous a entraînés dans son camp d'entraînement avec ses élèves. Et du coup, tous les ans, il nous a dit si vous voulez, revenez quand vous voulez, vous entraînez chez nous. Ouais, en fait, depuis 5 ans, à peu près, on va chaque année en Asie, surtout en Malaisie et à Singapour et à Hong Kong aussi, pour aller nous entraîner, apprendre des nouvelles techniques, aller chercher du matériel et rencontrer d'autres équipes. Pour avoir vraiment une communauté, on va dire, de danse du lion dans le monde. Et il y a 2 ans, on a fait une compétition à Hong Kong, internationale, et on est arrivé 5e. On va en Malaisie parce que en fait, là-bas, c'est les champions du monde. Donc ils ont les meilleures techniques, c'est pour ça qu'on va tout le temps en Malaisie. Oui, en fait, on s'entraîne avec un groupe en particulier qui s'appelle le groupe Swan Long. Et parce qu'en fait, ils ont le style de Fatsan. Et du coup, en fait, ils mélangent le style traditionnel et le nouveau style. C'est pour ça qu'on a plutôt choisi ce style-là et c'est pour ça qu'on s'entraîne plutôt avec eux. Je suis allé à Foshan, j'ai rencontré Sigong Chanyoman. On appelle Sifu Chanyoman, mais pour mes élèves, je dis Sigong. Et c'est lui qui a commencé à m'enseigner le Pak Mei. Et je trouve que c'est un grand maître de danse de lion aussi. Wei-san, il m'a fait attendre 3 ans avant de m'accepter comme disciple. 3 ans, où j'allais le voir en permanence. Dès que j'étais à Foshan, je m'entraînais avec son frère et j'allais le voir dès que je pouvais. Pour moi, l'image, c'est un arbre. Le tronc, c'est le kung-fu. Moi, ma vie, c'est le kung-fu. Et toutes ces branches-là, toutes ces facettes-là, c'est voilà, la danse de lion, la médecine, le massage, le thé, la calligraphie, tout ce qui fait en fait qu'on connaît profondément quelque chose, finalement. Donc maintenant, on part, c'est presque un petit rituel, quoi. C'est une petite coutume. Si on ne vient pas, on va être très triste. Hein. Là, on fait toutes les cérémonies d'anniversaire de son école. Et on a commencé où c'était... on accompagnait la troupe, par exemple pour la danse de lion, on accompagnait la troupe de Sigong Chan pour la cérémonie de l'école de Seuillé, la Wei-san. Mais depuis l'année dernière, c'est nous qui faisons tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la troupe de Sigong Chan qui passe derrière nous. Et on fait l'unanimité. Hein. Le niveau il est là, tout le monde est content. Pour le Pak Mei, c'est que nous maintenant. Avant, il rentrait dans une école de kung-fu. Ensuite, il passait à la danse du lion, si possible. S'ils avaient un bon niveau en kung-fu. Maintenant, en Asie, il y a beaucoup d'écoles de danse du lion et qui n'incluent pas la base de kung-fu parce que c'est devenu une discipline sportive. Et maintenant, la Malaisie, c'est vraiment le pays où c'est le plus représenté dans le monde entier, la Malaisie et Singapour. Alors la première fois qu'on est arrivé en Malaisie, il nous a dit montrez-moi ce que vous savez faire. On a joué, on a fait un petit entraînement avec eux et ils nous ont dit ok, ce que vous faites c'est bien, mais vous allez apprendre les bases. Et les bases beaucoup plus techniques de compétition, le jeu de compétition traditionnel. On s'est entraîné très dur pour essayer d'atteindre justement leur niveau. Et à la fin de l'entraînement, ils nous ont dit bon voilà maintenant, aujourd'hui je vous apprends des choses. Maintenant je vais vous apprendre à créer. Il nous dit parce que maintenant l'étape d'après c'est créer. Maintenant vous devez créer. La danse du lion c'est un art et vous devez créer. À la fin de l'entraînement il nous dit ça. Retournez en France et créer.
Et du coup on s'est dit ok, en fait c'est ça, il fallait justement aujourd'hui créer des choses. Et quand on est revenu une année ou 2 années plus tard, on a dit voilà, on a créé des nouvelles chorégraphies, on a fait des danses du lion pour des privés, des soirées privées, des casinos, et ils étaient vraiment, et des boîtes de nuit, ils s'étaient étonnés, ils s'étaient dit, mais on a mélangé aussi la musique, de boîte de nuit à la danse du lion. On fait des créations comme ça. Ils ont dit, mais ils étaient étonnés. Ils ont dit, oh, nous ici, ça se fait pas du tout, mais ils disent, c'est bien, c'est ça, il faut aller, c'est ça la bonne démarche. Ils nous encourageaient aussi dans cette démarche-là. Et du coup, pour aller encore plus loin, on s'est dit, il y avait des couleurs de lion qui sont traditionnelles. On a des lions, des couleurs traditionnelles, parce que les significations dans les couleurs, dans les combinaisons de couleurs qu'on utilise dans les lions. Donc les maîtres qui fabriquent utilisent tous ces codes. Et en fait, lorsqu'on a commandé des têtes de lion, on leur a demandé voilà, est-ce que c'est possible d'avoir d'autres couleurs. Donc on a proposé des couleurs. Un peu dubitatifs, ils nous ont dit oui, pourquoi pas, je vais voir. Et du coup, on nous a fait une première tête qu'on avait demandé. Je me souviens, c'était une tête noire et vraiment très très noire. Et en fait, en la faisant, ce maître-là, avec les indications qu'on lui a données, il a été inspiré. En fait, on a posé des questions, ils ont posé plutôt la question à Jean-Marc, qui avait une idée en tête. Et il a dit voilà, moi je veux un noir avec telle touche de couleur pour faire ressentir ces émotions-là, etc. Du feu aussi dans les yeux. Et tout ça, ça l'a inspiré. Et du coup, il a créé après une tête par rapport à ce qu'on lui avait demandé, par rapport à ce que Jean-Marc avait décrit, ce qu'il voulait. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, la tête a beaucoup plu. Et lorsque en fait, les maîtres montrent les têtes qu'ils ont fabriquées, celle-ci fait partie de son book. Et depuis, en fait, chaque année, on revient. Il nous dit ok, qu'est-ce que tu veux cette année? Et maintenant, on nous dit bon, il va falloir créer de nouvelles choses. C'est quoi tes nouvelles idées? Il nous demande les idées parce que même après, au fur et à mesure, en fait, plus on crée des nouvelles combinaisons de couleurs et des têtes, et en fait, les d'autres personnes qui venaient commander des têtes chez eux disent ah, mais moi je veux la même. Et en fait, c'est des Parisiens qui l'ont dessiné cette tête, qui l'ont imaginé. Et du coup, voilà, au fur et à mesure, maintenant, les maîtres ils nous disent voilà, c'est quoi tes nouvelles idées, vas-y. Ils nous encouragent aussi maintenant. Ils disent voilà, si tu veux créer des choses, crée. Où certains de mes mouvements vont plus mieux s'associer avec telle ou telle couleur. Tu vois, j'ai développé un style, peut-être parce que j'avais une influence martiale dans mes débuts, mais c'est aussi quelque chose que j'ai rencontré sur mon chemin avec des personnes, que ce soit mon maître ou des amis qui pratiquaient. Et j'ai commencé à apprécier cette couleur, la couleur du noir. Quand j'ai monté ma troupe, je voulais me mettre tout en noir. Parce que moi j'aime beaucoup le noir, je trouve que c'est classieux. J'ai dit ça à mon maître, il m'a dit, Lawai-san, il m'a dit, tu ne peux pas prendre une culture et la changer. On a aussi rencontré des anciennes qui n'aiment pas qu'on joue avec le lion noir. Parce que le lion noir, il est très, très fort, et du coup, ils ne veulent pas que ce lion rentre dans leur magasin. De la couleur noire, mais c'est une couleur qui est très difficile à assumer. Lorsque j'en parlais, on me prenait un petit peu pour quelqu'un qui sortait du cadre. Mais ma vision était différente. Je leur disais, mais ma volonté n'est pas d'aller contre vous. Ce n'est pas contre votre tradition, la coutume, parce que c'est ce que je te disais. La superstition, le message et tout ce qui était abstrait est tellement fort de l'autre côté. Mais ici, on développe autre chose en France, une autre façon de voir les choses. Et moi, je ne pouvais pas concevoir qu'on pouvait me dire que le fait que je dise du noir faisait de moi quelqu'un de mauvais. Ou que je rentrais en confrontation, en combat ou en guerre. Je trouvais simplement quelque chose d'esthétique, de beau. Et là, j'ai eu la chance de discuter avec des gens, mais on me disait « Mais t'as raison, Jean-Marc, parce que c'est beau. Mais toi, tu as la chance d'être en France et pas nous. Parce que nous, lorsqu'on sort le noir, on est tout de suite banni. On est tout de suite mal vu. On est tout de suite vu comme celui qui est dans l'agression. Ce qui est très fort.
Alors, je leur disais, mais écoutez, oui, il suffit d'expliquer. Il me dit, non, ça se passe pas comme ça ici. Voilà. Tu vois. Et bah, c'est exactement la même chose. Et là où bah, j'ai de la chance, c'est d'être ici et de pouvoir imposer. Et là, après des années, ce que je constate, c'est que ce que j'aime bien, ce que Pascal sait faire de bien, et tout ce qu'on a investi, on a réussi à changer cette mentalité parce qu'ils pratiquent et ils utilisent beaucoup le noir. Et la seule réponse qu'on a su peut-être apporter à ce moment-là, c'est de présenter quelque chose de très beau. Et en fait, on a réussi à peut-être quelque part à gagner ce pari-là, ce combat-là. La compétition de la danse de Lion à Malaisie est passée, là, j'ai eu une tête tout blanc en deuil. Fait la compétition. C'est bizarre, c'est la première fois que j'ai vu une tête tout blanc. C'est vrai, il y a certaines choses, c'est pas facile à expliquer en français. C'est pour ça quand ici, je donne des cours, comment pour faire comprendre les élèves, c'est toujours une question pour moi. Parce que des fois, ils comprennent, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent 100%. Parce que quand même, il y a des cultures trop différentes. Mais quand je fais toujours des efforts, il faut le temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop demander les jeunes doivent faire comme nous, parce que l'environnement ne permet pas de connaître beaucoup de choses. Même en Asie, au Vietnam, c'est pas sûr, toutes les écoles ils connaissent, parce que le monde tourne trop vite. Il y a beaucoup de choses éliminées et beaucoup de choses sacrifiées. Ça remplace toujours des nouveautés.